répondrai pas. L'agence Fiat Lux ne répond plus. N'existe plus, l'agence Fiat Lux. Il y a plus que les créanciers et les huissiers pour connaître l'adresse de Nestor Burma et son numéro de téléphone. Il est ratissé, Nestor Burma. Ah, et ça remet ça. Ah, vivement que les PTT se décident à me couper la ligne. Heureusement, ça serait pas tardé. Enfin, je suis pourtant pas rouillé, moi. On m'amène une affaire, tiens, n'importe laquelle. Si miteuse qu'elle soit, je me charge de lui faire rendre tout ce qu'elle a dans le ventre. Comme à toutes celles-là, tiens, celles-là, là. Sont dans des dossiers, empilés sur des étagères. 120 rue de la Gare. CQFD. L'homme au sang bleu. Les paletos sans manches. Puis les autres, tiens, les autres. Les petites affaires bien banales, le tout venant. Mais pardon. Traité à la Nestor. Troussé de main de maître. Ayant livré tous leurs secrets, plus ou moins propres. Tous leurs secrets? Savoir, Nestor, savoir. Si t'allais les regarder d'un peu plus près, ces affaires classées. On sait jamais. T'as pas eu pour client que des enfants de cœur, hein? Si un petit coup d'œil dans ces dossiers allait te faire mettre la main sur une bonne canaille, à qui tu pourrais parler du pays sur un air américain. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Oh, c'est une note de la main d'Hélène. Pauvre Hélène. Secrétaire modèle et sur le sable. Docteur Albert Moffat, 3 rue Audouard, Boulogne-Billancourt. Une adresse et puis c'est tout. Albert Moffat. Bon, bah alors ça du diable si je me souviens d'une affaire à laquelle un tout-bip du nom d'Albert Moffat aurait pu être mêlé. Enfin, du calme, Nestor, de la patience et de la méthode. On reprend tous ces dossiers un par un. Je finirai bien par trouver celui d'où s'est échappée cette note de la jolie main d'Hélène Châtelain. Si tu ne le retrouves pas, tu iras te renseigner sur place. Rue Audouard. À Boulogne-Billancourt. Ça te fera prendre l'air. Eh ben, tu vois si Nestor à Boulogne-Billancourt. Puis pour ce qui est du grand air, t'es servi. Tant de cochon. Bon alors. Alors, tu sonnes ou tu sonnes pas? Hein? Et t'as encore temps de faire demi-tour? Ouais. Si on m'a vu de la villa, de quoi j'aurais l'air? Je te le demande. Allez, adieu, va-t'en. Sonne. Il n'y a plus qu'à attendre la corte soubrette. Le docteur ne reçoit que sur rendez-vous. Ouais. Par exemple, je me trompe pas, ma mignonne. Mamine? Non, mais vous nommez bien Polo Sabatier. Oui. Vous êtes bien toujours l'employé de cette vieille fripouille de Pierre Lordy, qui dirige une officine prétendant concurrencer l'agence Fiat Lux sous le nom aussi ridicule que cette prétention de Lynx Agency. Nestor Burma, je te croyais mort. Non, mais qu'est-ce que tu maquilles, Polo, dans ce gilet rayette? Tu veux le savoir, Burma? Eh ben, je suis là pour vider les emmerdes. T'es fiel, oh, voilà, putain. Est-ce que c'est le vocabulaire d'un serviteur style? Oh, ça va, pour de salade. Écoute, Burma, on va s'expliquer à l'amiable. Bon. Allez, entre. Viens, c'est par ici. Voilà. Essuie-toi les pieds, hein. J'ai pas envie de rassurer le vestibule, moi. Que se passe-t-il? C'est Burma, un détective privé. Un concurrent, quoi. Ah non, ça fait rien, tout bib. Si vous estimez que la firme que je représente n'est pas à la hauteur, ça... Ainsi, c'est vous, Nestor Burma. Vous êtes télépathe. Ah, il y a de ça. Le docteur Moffat, je suppose? Non, moi, en tout cas, je vois qu'une chose. Vous avez fait appel au service de Pierre Lordy, mon patron, et puis vous convoquez Burma. Ça, c'est pas régulier. Occupez-vous de vos affaires, vous. Pour commencer, fermez cette porte, on gèle. Le vrai larbin. Ferme la porte. Ah, vous savez... Quant à vous, monsieur Burma, si vous voulez bien m'accompagner dans mon cabinet, c'est au premier. Allons-y, docteur. Alors, monsieur Nestor Burma. Alors, docteur Albert Moffat. J'aimerais bien savoir ce que vous venez chercher chez moi. Une cigarette? Ah, ça volontiers. Généralement, je fume la pipe, mais je n'ai pas pu me procurer de tabac, non. Je manquais de monnaie. De monnaie? Oui.
Me prendriez-vous par hasard pour un bureau de bienfaisance, monsieur Nestor Burma? Parlons net, mon fin. Je suis venu vous proposer un arrangement. J'ai comme une impression que vous avez les jetons de quelqu'un ou de quelque chose, hein? Sinon, pourquoi auriez-vous demandé un chien de garde à Pierre Lordy? Moi, je vous préviens. On aura le temps de parvenir jusqu'à vous, de vous couper en morceaux, de vous faire rôtir, de vous manger la sauce piquante, avant que Polo se soit rendu compte qu'un intrus se balade dans la maison. Écoutez, Burma, je n'ai pas l'habitude de donner un os à un type et de le lui retirer ensuite pour le passer à un autre. Quand j'ai eu besoin d'un chien de garde, comme vous dites, c'est d'abord à vous que j'ai pensé. Je vous ai téléphoné plusieurs fois, sans succès. Ah bon? Ah, c'était vous le téléphone? Oui. Eh ben alors, je suis bien télépathe. Non, figurez-vous, docteur, qu'aujourd'hui même, j'ai trouvé par le plus grand des hasards votre nom et votre adresse dans un de mes vieux dossiers. Il n'y était certainement pas pour des prunes. Tiens, j'ai un dossier chez vous. Et pouvez-vous me dire ce qu'il contient? Oh, un tas de trucs. Des trucs assez gratinés. De quel genre? Je peux pas vous dire ça comme ça. Vous n'avez rien à dire, Burma. Débinez-vous. Mettons qu'il s'agissait d'une poupée. Une poupée, hein? Eh oui, une jolie poupée. Je vois. Écoutez, Burma, je me demandais où vous vouliez en venir. On ne peut pas dire que vous n'ayez pas louvoyé. Il est vrai que l'affaire dont il s'agit n'est pas non plus des plus simples. Ah, pour moi si, il me faut du fric. Vous en aurez, mais il faudra qu'on discute un peu le coup. Ce soir, je suis assez fatigué. Je vais vous donner quelque chose pour regagner votre domicile, autrement qu'à pied, et vous reviendrez demain si ça vous chante. Si ça... Vous avez le mot pour rire, vous. Vous me paraissez aussi droit que le serpentin d'un chauve, mais vous comprenez ce que parler veut dire. Voyons, combien? 10 000. Hein? C'est déjà le tarif de nuit pour les taxis. 10 000. Fort bien. Il est sûr, votre coffre, là? Parce que, avec tout ce qu'il y a dedans, hein? Oui, il est très sûr. Et maintenant, bonsoir. Polo, reconduisez Monsieur Burma. À demain, docteur. Ça alors, c'est pas pour dire, mais il y a des faux frères. Mon Nestor. Ah, dans quelle affaire t'as mis le pied, toi? Il avait l'air plutôt coriace, le tout bible. Fermé à double tour, hein, comme son coffre. Et pour les ouvrir tous les deux, il a suffi d'une petite allusion bidon à une poupée, là. Une blonde, une brune, une rouquine ou une albinos. J'en sais fiche rien moi-même. J'y suis peut-être allé un peu modestement avec mes 10 000 balles. Bon, enfin, on rattrapera ça demain. Demain. Et si au lieu de tomber de sommeil, comme il le prétend, Albert Moffat avait une autre occupation en vue pour ce soir? Tout le temps que t'as été avec lui, il a pas cessé de regarder sa montre. Il serait peut-être pas sans profit de le surveiller. Fais donc le tour de la ville, là. Puis enfin, en essayant de pas te répondre sur le terrain vague. Bon. Voici dans la place. La porte vitrée à mi-hauteur, à droite, au rez-de-chaussée, c'est la cuisine. Mon Polo est là sur une chaise. Il fume. Dans les deux sens du mot. Bon, le cabinet du docteur, ça doit être cette fenêtre éclairée au premier étage. Oui, enfin, la façade. Heureusement, avec toutes ces pierres en saillie, c'est une vraie échelle. C'est un petit exercice de voltige. Exécuté sans filet par Aerius Burma, vedette du cirque Fiat Lux. Oh, oui. Oh, bon sang. Oh, le balcon, je l'avais pas vu, j'ai failli m'assommer. Bon, un rétablissement par-dessus la balustrade. Oh. Nous y voici. Par l'entrebâillement des rideaux, je vois toute la pièce comme si j'y étais. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'Albert? Il écrit? J'espère que c'est pour ses mémoires. Il va pas me faire poireauter là jusqu'à l'aube pour des haricots. J'espère aussi qu'il n'aura pas l'idée de venir sur le balcon tenter le pouls à la température. Ça, c'est un coup de revolver. Ça vient du rez-de-chaussée.
Le Toubib n'a pas l'air d'avoir entendu. Ah, sacré Polo. Dégourdi comme il a dû vouloir jouer avec son pétard et le coup est parti. Ah, c'est marrant tout de même que le Toubib n'a rien entendu. Il continue d'écrire tranquillement. Qu'est-ce que c'est? La porte derrière lui s'est ouverte. Il se retourne. Bon Dieu! Allô, oui? Bonsoir, Hélène. Ici Burma. Ah. Nestor Burma, je sais pas si vous vous souvenez. Oh, patron, quelle surprise. Je croyais mort, ou en prison. Pas encore, non, mais ça ne saurait tarder. Dites donc, excusez-moi de déranger vos rêves, Hélène, mais il faut prendre le boulot quand il se présente, hein. Le boulot? Vous avez fait affaire avec Moffat? J'ai affaire... Moffat? Quel Moffat? Le docteur Albert Moffat, 3 rue Audoir à Boulogne-Billancourt. Il avait besoin des services d'un détective privé et je lui ai recommandé mon ancien patron. Ah bah, vous êtes bien gentil. Vous n'avez pas affaire avec lui? C'est-à-dire que quelqu'un lui a fait la sienne. Quoi? Oui, c'est pourquoi j'aimerais vous voir, Hélène. Eh bien, venez, patron, venez tout de suite. Tant pis pour ma réputation. Même chez les disciples d'Esculape, les coliques de plomb, ça pardonne pas. Alors, vous avez vu l'assassin? Oh, j'étais aux premières loges du balcon. Alors, on peut pas dire qu'il était joli, hein. Matinée, Frankenstein, Nosferatu, pour vous donner l'idée. Oh, vilain, le vilain. Et son coup fait, il a disparu. Non, pensez-vous, il n'était pas pressé, l'affreux. Il a commencé par empocher la feuille de papier que le docteur était en train de noircir à son entrée. Puis il a fait ensuite une fonction coffre-fort. Pas de quoi entretenir le bataillon de femmes nues des Folies Bergères au grand complet, mais tout de même, un matelas assez confortable. Ce qui m'étonne, c'est qu'il en ait laissé à peu près autant dans le coffre. Et ce qui a paru l'étonner, lui, ce sont les nombreuses bouteilles que j'avais moi-même remarquées sur une étagère dans le cabinet du Toubib. Il en a pris une, il l'a débouchée, il l'a flairée, il a fait la grimace. Il n'avait pas l'air de comprendre. Et il est sorti? Oui, pour en venir presque tout de suite, avec Polo. Ils étaient en cheville, tous les deux. Oui, enfin, c'est-à-dire que Frankenstein traînait mon Polo sous les aisselles. Oh. Et que Polo était aussi nerveux qu'une sardine dans une boîte de conserve. Le premier coup de feu, c'est lui qui l'avait stoppé. Et c'est lui aussi qui a stoppé les deux derniers. Les deux derniers? Oui, enfin, ceux par lesquels l'affreux a mis le point final à une ravissante petite mise en scène. Il a adossé le Polo dans un angle de la pièce. Les bras ballants, la tête inclinée sur l'épaule, dans une pose charmante de naturel. Puis après ça, sans se presser, il a culbuté un fauteuil et une chaise. Il a jonché le parquet de quelques papiers raflés sur le bureau. Il a pris un revolver dans un tiroir et expédié 2 de ses pruneaux dont feu Polo. Après quoi, il a placé bien gentiment le dit revolver entre les doigts de Moffat, son légitime propriétaire. Et il a fait cadeau à Polo de son propre revolver à lui, soigneusement essuyé au préalable. Et puis ce n'est qu'ensuite qu'il s'est éclipsé, tranquille comme Baptiste. Je m'étonnerais que vous l'ayez imité, Burma. Oh, non mais comme vous me connaissez, Hélène, des secrétaires comme vous... Vous avez apporté votre collaboration bénévole à cette mise en scène de boucherie mutuelle? Hein? Oui, enfin, bien sûr. Enfin, presque bénévole. Non, j'ai tenu à corriger post-mortem la mauvaise impression que j'avais pu donner de son vivant à Albert Moffat. Bon, enfin, sans rien exagérer, quoi. Dites, à propos, Hélène, je vous dois encore quelques petits mots d'appointement, je crois. Alors voici toujours un petit acompte. Hein. Merci, patron. Voilà. Et qu'avez-vous fait ensuite? Une petite visite domiciliaire. Intéressante? Assez, oui. D'abord, les bouteilles. Les bouteilles qui avaient intrigué Frankenstein. Vous savez ce qu'elles contenaient? Non, de l'essence. De l'essence? De l'essence, oui. J'aurais bien aimé savoir ce que le docteur écrivait juste avant de perdre le goût du pain, mais son buvard reflété dans une glace ne m'a rien révélé. Je suis passé dans la pièce à côté, la chambre à coucher. Il y avait là 2 valises prêtes pour le départ. Dans l'une, un carnet d'adresse. Où c'est que j'ai foutu, là? Ah oui, tiens-le, là. J'ai pas encore eu le temps de l'éplucher. Mais le plus intéressant, c'était dans la cave. Une caisse en partie ensevelie sous un tas de charbon, non loin de la chaudière. Elle contenait? Un cadran, des aiguilles, des ressorts, des rouages. Et dans une boîte à l'écart, un détonateur n'attendait que d'être fixé à l'ensemble pour en faire une charmante et puissante bombe en ordre de marche. Christy! Eh oui, comme vous dites, oui. Non, c'est parce que ces talents pyrotechniques vous étaient connus que vous avez pensé à ce Moffat comme un client possible pour moi. Non, pas du tout. Bon, enfin, ce papier, cette note avec son nom et son adresse que j'ai trouvé dans mes vieux dossiers, elle est bien de votre main, non? Ah, bien sûr. Je ne comprends pas que vous l'ayez trouvé dans un dossier. Pourquoi ça? Commençons par le commencement, voulez-vous, patron? Bon, allez-y, parce que moi j'ai soif maintenant. J'ai rencontré Moffat il y a quelques jours chez des amis, Eugène et Suzanne Guérin. J'ai dû vous parler d'eux.
Oui, vaguement. Bon, lorsqu'il a appris qu'il n'y a guère, j'étais la secrétaire auxiliaire, agente, confidente d'un détective privé, ça a paru l'intéresser. Il m'a laissé entendre qu'il aurait peut-être besoin d'un garde du corps. Pourquoi ça? Il m'a dit redouter des ennemis puissants et sans scrupules. J'ai cru bien faire en lui donnant votre adresse et votre numéro de téléphone. Oui, c'était quand exactement cette rencontre? Lundi soir, il y a 3 jours. Le lendemain, je suis passé chez vous. Je voulais vous engager à relancer Moffat s'il ne vous faisait pas signe. Vous n'étiez pas là. Non. J'ai déchiré 2 pages de mon agenda de poche, écrit sur l'une l'adresse de Moffat, sur l'autre le motif de ma visite, et glissé le tout sous la porte sans enveloppe. Ah, c'est pourquoi je ne comprends plus lorsque vous me dites avoir trouvé seulement l'adresse, et encore, dans un vieux dossier. Moi non plus. Moi non plus, je comprends plus. Mais enfin, on le comprendra sans doute un jour. Tout finit par s'expliquer avec Burma. Bon, en attendant, Hélène, je vais vous laisser regagner votre dodo. C'est gentil à vous, patron. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Que vous m'appeliez patron, Hélène. Vous trouvez pas ça marrant? Non, écoutez, regardez-vous et regardez-moi. J'ai tout du clodo et vous tout de la vampe fascinatrice de banquier. Je n'aurais pas dû vous offrir un verre de rhum à votre arrivée. Non, mais vous pouvez remettre ça. Il y a des mots à ne pas prononcer avec vous. Allez, à la santé de l'agence Fiat Lux, Hélène. On va la remettre sur pied, vous allez voir. Bon, là-dessus, moi, je m'en vais. Au revoir, patron. Ah, dites donc. Oui? Vous permettez que je jette un petit coup d'œil sur le carnet d'adresse de notre défunt ami? Enfin, j'en ai pour 1 minute, d'ailleurs. Je vous la compterai dans mes heures supplémentaires. Eh ben, dites donc, cet homme de l'art manquait plutôt d'ordre, hein. Bien de penser voir son alphabet. Oh, quelle pagaille. Vous gênez pas pour lire par-dessus mon épaule, surtout si vous voyez un nom de votre connaissance. Ici. Hein, ici, Burma, Nestor Burma, non, je sais pas, ça va. Bonne idée de confisquer ce carnet s'il était tombé entre les mains de la police. Eh oui, elle aurait pu s'imaginer les choses, hein. Ah, voici le nom de l'ordi, notre cher concurrent. Eugène et Suzanne Guérin, ça sont vos amis, ça? Oui. Hein? Dubois. Pascal Dubois, Square Colincourt. Ça me dit vaguement quelque chose, Dubois. Mais il doit bien y en avoir 2 pages dans l'annuaire du téléphone, les Dubois. Oui, ça bien sûr. Oui. Rimbert, Charles, rue d'Aloutre. Charles Rimbert. Eureka! Archimède était de vos ancêtres? Non, Charles Rimbert, Hélène. Charles Rimbert, Charlot, l'Eureka. Vous y êtes? Ah, cet entrepreneur d'agression bidon. Oui, comme vous dites, si élégamment. Un artiste dans son genre. À la disposition des soupirants qui veulent se donner des gants auprès de leur dulciné en l'arrachant sans danger aux assauts d'un immonde voyou. Dans une entrevue avec ce petit rigolo serait peut-être profitable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hélène? Vous croyez qu'il travaillait pour Moffat? Et qui sait? En tout cas, moi, je vais lui demander. La rue d'Aloutre, c'est pas très loin de chez moi, je m'y rends de ce pas. En me pointant sur le coup de 11h, 11h30, je vous réveillerai pas trop tôt, non? Essayez toujours. Bonjour, Hélène. Bonjour, patron. Ben, dites donc, vous êtes chargé, ou? J'amène ma machine à écrire personnelle. Ah, petite futée, là. Qui vous avait dit que j'avais mis au clou celle de l'agence? Bien, voici les journaux de midi. Ah, bah déjà. Il parle de Boulogne-Billancourt? Un seul, La Planète. Son rédacteur profite de ce que Polo Sabatier figure au tableau pour pousser une charge à fond contre les détectives privés. Ah, rien dans le crépuscule de notre ami Marc Covet? Non, rien. Bon, Hélène. Oui. Avant que vous repreniez vos fonctions, Oh. il est une chose que je tiens à vous dire. Je ne vous soupçonne plus. Bien aise de l'apprendre. Cette nuit en rentrant, j'ai procédé à une reconstitution de la trouvaille de l'adresse de Moffat et j'ai mis la main sur la 2e feuille de votre agenda de poche. Oh, c'est très simple. Quand vous avez glissé vos 2 papiers sous ma porte, l'un a poussé l'autre sous la carpette. Il aurait besoin d'être changé, votre carpette, soit dit entre parenthèses. Oui, enfin, ça c'est autre chose. Quant à l'autre feuille, celle qui portait l'adresse de Moffat, c'est pas dans un dossier que je l'ai trouvée, mais à côté d'un dossier. Ah. Oui, j'avais étalé mes archives par terre, enfin, jusque là-bas, dans le vestibule, quoi. Et voilà encore un mystère knock-out. Ouais, heureusement, hein, car entre-temps, un autre est venu s'ajouter à la liste. Outre Moffat et Polo, un 3e cadavre est entré en scène. Sapristi, Oui. qui donc? Le gangster pour farce et attrape de notre connaissance, Charles Rimbert dit Charlot l'Eureka. Oh. Cette nuit, il m'est tombé dans les bras. Tout ce qu'il y a de plus mort. Un couteau dans les épaules quand j'ai ouvert l'armoire qui constituait tout son mobilier avec son pucier. Oh, mon Dieu. Oui, enfin, son pucier, excusez-moi, mais c'est le mot propre, hein. Ça devait pas rapporter gros, son petit métier. Tout le monde ne pense pas à s'installer détective privé. C'est amusant, ça. Bon, revenons à Boulogne-Billancourt. Qu'est-ce qu'on en dit dans La Planète? Eh ben, on laisse entendre que Moffat et Polo se sont entretués, l'un ayant surpris l'autre au moment où il s'apprêtait à vider son coffre. Voilà. Dites donc, Frankenstein peut demander sa carte de stagiaire au syndicat des metteurs en scène, hein. Suzanne Guérin m'a téléphoné, Ah bon? comme j'allais partir de chez moi. Elle avait vu cet article, elle estime de son devoir d'informer la police des craintes exprimées par Moffat. Je n'ai pas cru pouvoir l'en dissuader. Ouais. Autrement dit, vous et moi, nous n'allons pas tarder à être convoqués qu'à des orfèvres.
Et oh, évidemment que les flics ignorent que j'ai assisté à la corrida de Billancourt, il va falloir que arranger une petite salade, là. Je vous fais confiance pour ça. Merci. Bon, en attendant, arrangez-vous pour revoir Suzanne Guérin au plus tôt. Et tâchez d'apprendre par elle s'il n'y a pas une histoire de femme dans la vie de Feu Maufin. Vous savez, les Guérin le connaissaient assez peu. Il y a quelques mois, le mari de Suzanne a fait une maladie bénigne. Un ami commun lui a conseillé de consulter Maufa. Ils ont sympathisé sans plus. Qui est cet ami commun? Il est parti à l'étranger. Oh. Zut, hein, la poisse, hein. Bon, enfin, je vais aller interviewer mon copain Marc Covet à la rédaction du Crépuscule. On sait jamais. Salut Covet! Tiens, Burma, bonjour, je vous croyais mort. Ah bah ça, c'est ce que tout le monde dit, ça. Dites donc, à propos de mort, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Boulogne-Billancourt? Ah, m'en parlez pas, si je tenais l'enfant de cochon qui a rencardé Pascal Dubois. Pascal Dubois? Oui, c'est lui qui est sur l'affaire pour la planète. Vous savez comment il a été mis au courant? Non. Par un coup de téléphone anonyme. Et moi alors, hein? Son informateur, il a pas pu me téléphoner? Il me considère sans doute comme une quantité négligeable. Et le Crépuscule, il pense canard. Pourquoi? Pour une feuille de chou? Mais regardez-moi ce tombeau de dépêche. Eh bien, il n'y a rien dedans. Rien de rien sur cette sacrée bon sang d'affaires. S'il y a des tuyaux, ce sont sans doute encore pour Dubois, hein, par fil spécial. Ah, ça me fait une belle jambe qu'un dénommé Foulon se soit pendu auprès du cadavre de sa belle-mère trucidée par ses soins, ou qu'un dénommé Jarreau, évadé du pénitencier de Nogé en Belgique, ne soit pas encore repris depuis 4 jours qu'il a joué la fille de l'air. Et cette caisse, agrippée par une dragueuse dans la Seine et contenant des explosifs et un mécanisme à retardement. Quand ça m'intéresse? Vive l'anarchie! Après tout, ils peuvent bien faire sauter toute la ville. C'est ça qui donnerait un papier intéressant, hein, Covet? Bon, une question. Oui? Pierre Lordy, mon honorable confrère, là, le patron de Polo Sabatier, a été entendu par le commissaire Loudière chargé de l'enquête. Est-ce qu'on connaît le résultat de cette audition? Non, les flics sont muets et Lordy aussi. Ça vous plairait de savoir ce qui s'est dit entre Lordy et Loudière? Non, ça serait-il de la bonne information? Tu parles? Bon, bah alors écoutez-moi bien. Oui? Je vais, en vous quittant, porter à la PJ un témoignage spontané. Oh, spontané. Hein? Oui, spontané. Et qui ressemblera beaucoup à la déposition de Pierre Lordy. Voilà. Ces messieurs me demanderont certainement à moi aussi de la boucler. Seulement, moi, avant d'aller les voir, j'aurais tenu à prendre conseil de mon vieux copain Marc Covet, spécialiste en affaires criminelles. Et dame, je ne suis pas responsable de ces indiscrétions. Dites, Burma, vous n'allez pas me faire jouer un rôle un peu... Dites donc, mon vieux, Pascal Dubois fera peut-être moins le dégoûter, hein? Il habite bien Square Colincourt. Sacré Nestor, faites-moi confiance, je vais tartiner quelque chose au poil avec vos déclarations. Voilà. Bon, ben alors voilà toujours un titre, hein. C'est par erreur que Paul Sabatier a été tué à Billancourt. À la ligne. Le docteur Maufa avait fait appel au service de Nestor Burma, l'homme qui met le mystère knock-out. Et allez donc. Oui, Nestor Burma, en gras, hein. Allô, Hélène? Oui? C'est Burma. Ah. Je vous appelle du bureau de poste du boulevard du Palais, en face de la tour de l'horloge. Alors écoutez, voici ce que je m'en vais raconter à la PJ. Tâchez de pas vous couper quand ce sera votre tour d'être sur la sellette, hein. Lundi soir, vous avez rencontré Maufa. Mardi, en mon absence, vous m'avez apporté votre mot. Je l'ai pas trouvé tout de suite. Mercredi, mon téléphone a sonné, mais j'ai pas répondu à cause des créanciers. Tout ça n'est que l'expression de la vérité, patron. Pas de mensonge. Oui, mais ils viennent, les mensonges. Vous me rassurez. Bon, mercredi soir, j'ai enfin dégoté votre mot. J'ai essayé de vous téléphoner pour vous demander des explications, mais vous étiez au cinéma. Ah, vous trouvez bien dans votre coin un film que vous avez déjà vu. J'ai alors cherché à joindre Maufa, toujours par téléphone. Personne ne répondant, Maufa me contredira pas, j'ai laissé tomber. C'est tout. Compris, patron. Bon, parfait. Alors souhaitez maintenant que le commissaire Loudière comprenne aussi vite et aussi bien que vous. Eh bien, je vous remercie de cette déposition spontanée, monsieur Nestor Burma. Oh, mais il n'y a pas de quoi, monsieur le commissaire. Je vous remercie d'autant plus chaleureusement qu'il m'est très agréable de vous voir vous conduire en bon citoyen. Ah, j'ai toujours été un bon citoyen. Oh, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Ah, ça vous m'offensez, monsieur l'inspecteur Chaput. Votre collègue Florimond Farou... Tout le monde ne partage pas la mansuétude de Farou à l'égard d'un zigoto de votre espèce. L'inspecteur Farou est l'honneur de la tour pointue. Qui est-ce qui a arrêté en même temps les hold-uppers du Crédit Lyonnais et 3 balles de revolver? C'est vous ou c'est mon ami Farou? Allons, nous ne sommes pas là pour nous chamailler, voyons. Vous avez une sale réputation, Burma, vous faites tout pour l'entretenir, mais vous m'êtes sympathique. Merci, monsieur le commissaire. Alors, laissez-moi vous donner un conseil. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Et ne fréquentez pas trop les journalistes. Vous m'avez compris? Oh, vous pensez, monsieur le commissaire?
En somme, le brave commissaire Loudière met dans le même sac détective privé et journaliste. Hein. Exactement. Hein. Il doit leur reprocher de le menacer de chômage en se chargeant de son travail. Et au fait, vous n'avez pas acheté la dernière édition du Crépuscule en cours de route, Burma? Bah non, pourquoi? Ah, permettez-moi de vous faire hommage de cet exemplaire. Qu'est-ce que vous dites de ce titre? Pour son malheur, le faux tueur en connaissait un vrai. Et de cette photo? Frankenstein? Mais qui est-ce? Victor Jarreau, l'évadé du pénitencier belge de Nogé. Oui, il doit ses physiques avantageux à une tentative malheureuse de chirurgie esthétique pratiquée avant son arrestation et qui aurait plutôt facilité celle-ci. Vous pensez qu'il pouvait pas passer inaperçu? Il a été signalé dans le 14e arrondissement. La piste a conduit les inspecteurs au domicile de Charles Rimbert. Celui-ci a hébergé l'évadé, qui l'a remercié de son hospitalité en lui plantant un poignard entre les deux épaules. On a retrouvé la trace de Jarreau chez un fripier chez qui il a changé de frusque. Et au moment de payer son emplette, il a exhibé un imposant rouleau de billets de banque. Alors la police se demande si Rimbert ne possédait pas un magot et si ce n'est pas pour s'en emparer que Jarreau l'a trucidé. Vous êtes toujours aussi furax de ne pas avoir reçu de coup de téléphone de l'informateur de la planète, hein, Covey? Et comment? Eh ben, vous allez en recevoir un. Enfin, on fera comme si vous en aviez reçu un. D'un fantôme. Un petit lutin, quoi. Kiff Pascal Dubois. Ouais, mais je serais censé avoir appris quoi par ce coup de fil? Ceci. Mon fan ne craignait pas plus pour sa peau que moi pour mes valeurs en banque. Mais il voulait donner l'impression qu'il était menacé. À qui et pourquoi? Mystère. Toujours est-il qu'il cherche ostensiblement un garde du corps. On engage même effectivement un. Il pousse la comédie plus loin. Il embauche Charlot Lorica pour venir jouer les terreurs au moment opportun. Mais Victor Jarreau, hébergé par Rimbert, apprend leur petite combinaison et se substitue à son copain. Et tout le monde prend sa ration de ferraille. Pourquoi? Eh ben, supposons que ce soit le bistouri de Moffat qui a si bien arrangé le portrait de Jarreau. Ah, bon sang, Burma, tout ça c'est du sensationnel avec un grand S, mais vous n'avez pas la moindre preuve. Ah, admettons que ce soit une théorie. Oui, théorie. Alors quel but poursuivez-vous en me confiant le soin de la publier? Toujours aussi confiant, quoi, hein. Quel but je poursuis? Oui. Me remettre en selle. Et remonter l'agence Fiat Lux. Si j'étais le seul à voir clair dans cet imbroglio, ça me ferait une avantageuse publicité, non? Eh ben c'est pour cette raison qu'il ne faut pas que le résultat de mes cogitations reste confidentiel. Il faut que ça frappe le public. Et que plus tard je puisse dire c'est moi qui avais inspiré cet article, c'est moi qui ai débrouillé cette affaire, moi, Nestor Burma, l'homme qui met le mystère Knockout. Vous comprenez mon petit père? D'accord, je marche. Ah, c'est Pascal Dubois qui va en faire une bobine. Dis donc, à propos de Pascal Dubois, je serais pas fâché de lui dire deux mots, moi, à votre confrère, là. Il m'intéresse, lui, et son mystérieux informateur. Où est-ce qu'on peut le rencontrer en dehors de son journal? J'ai entendu dire qu'on le voyait régulièrement chez Stani, là, sur le coup d'11h du soir. C'est un gars qui cartonne dur. Bah, chez Stani? Oui, une boîte des Batignolles du côté de la Fourche. Une table, messieurs? Oui. Celle-ci? Oui, ça va. Je vous recommande le Sidecar Cocktail. Pardon? Le quoi? Le Sidecar Cocktail. Ah bon, bah alors, amenez-nous-en deux. Dis donc, Marc, il est là, votre copain? Non, je le vois pas. Dites-moi, garçon, vous n'auriez pas vu monsieur Pascal Dubois, s'il vous plaît? Le journaliste? Oui. Peut-être en bas, il fait partie du club. Le club, quel club? Un tripot que Stani a aménagé dans son sous-sol. On y joue un peu à tout ce qui a été inventé pour perdre sa chemise, au faro, à la passe, au poker, à la roulette. Tenez, voici un petit carton publicitaire, là, sur notre table. Soyez de votre temps adhérés au club La Poupée, l'endroit le plus sélect de tout Paris. Oh, pour les parrainages, s'adresser à monsieur Georges, gérant. Club La Poupée. Les deux sidecars, messieurs. Merci. Merci. Dis donc, il y a des attractions ici? Bien sûr. La vedette va passer dans un petit moment. Qui c'est, la vedette? Une américaine, monsieur, une chanteuse, comme ça. Poupée Stella. Pardon, vous dites? Poupée Stella. Ça ne va pas, Burma? Non, c'est la chaleur. Ah bon? Non, excusez-moi, collègue, il faut que j'aille faire un petit tour au lavabo. Graffez toujours l'entrée ou la sortie de Dubois pendant ce temps-là. Entendu, mon vieux. Parce que c'est bien prudent, Nestor, cette petite promenade clandestine dans le labyrinthe des couloirs de chez Stani. En tout cas, c'est pas très simple. C'est presque aussi poussiéreux que le tapis sur lequel l'autre soir tu étalais tes dossiers à la recherche d'un pigeon. Pigeon, c'était Moffat. Il a suffi que tu lui parles d'une poupée pour l'intéresser. La vedette de chez Stani se nomme Poupée Stella.
C'est un nom presque aussi américain que Lance Agency. Et le tripot dont tu explores présentement les dépendances s'appelle La Poupée. Où est-ce qu'il va te mener ce dédale? Tiens, qu'est-ce que c'est que cette lumière là? Une imposte vitrée au-dessus d'une porte. Et on parle derrière cette porte. Espèce de salopard! Si, c'est dit. Cette chaise a été mise là tout exprès pour que tu montes dessus. Allez. Voyons les acteurs de cette représentation privée. Oh, ce gros patapouf en technicolor. Costard bleu, cheveux blancs, moustache noire, pommette rouge sang. Ça peut être que Stanley, hein, le maître d'océan. Mais alors son challenger n'appartient visiblement pas à la même catégorie. La fédération de Katz ne devrait pas permettre ça. Ce gringalet flappy ne fait pas le poids. Hein. Je vous ai dit que vous buvez trop, que vous vous droguez. Et ça les deux à la fois. Ça vous joue un mauvais tour, Pascal Dubois. Oui, merci pour les conseils. Hein. Pascal Dubois? Vous croyez, Stanley? Vous oubliez que je dispose d'une tribune, moi. Qu'arriverait-il si je lançais dans la planète le bruit que vous n'êtes pas étranger à la mort de Moffat? Allez, comment c'est que vous feriez? Mais le téléphone n'a pas été inventé pour les chiens. Je mettrais ça sur le compte de l'anonyme qui m'a déjà rencardé, et vous seriez bougrement empoisonné. Hein? Que je les suis déjà assez comme ça. Il ne comprend rien à ce que vous dites, Dubois. Pour Dieu, je deviens fou, complètement cinglé. C'est cette poupée. Elle a dû arriver un vendredi ou quelque chose comme ça. Pourtant, elle m'avait plutôt porté bonheur. C'est depuis qu'elle a disparu. Oh, ne me racontez pas que vous n'avez plus la poupée, si. Stanley. Moffat vous l'a fauché, d'accord, mais vous la lui avez reprise. Quoi? En lui réglant son compte, à lui et à son garde du corps. Oh. Alors, où vous les lâchez, hein? Ou je sors une édition spéciale qui fera sensation. Quoi? C'est sacré toubib qui m'a fauché la poupée, hein? Tu étais au courant? Comment c'est tout ça, Dubois? Dis, tu vas me le dire? J'ai mes informateurs, moi. Ah, les Espagnols, hein? Moffat m'a fauché la poupée pour les refiler aux Espagnols, hein? Et il y a des années que court après. Mais je n'ai jamais voulu m'en séparer. Parce que je l'ai trouvé qu'elle me portait bonheur. Et c'est vrai. Depuis qu'on me l'a barbotée, ça ne tourne plus rond. En tout cas, elle n'a pas porté bonheur à Moffat. Et à toi non plus, Pascal Dubois. Là, je suis pas dans le coup, moi. Qu'est-ce qui se passe, Stanley? À toi de jouer, Nestor. Alors je vous retiens, Burma. Vous me plaquez là une table de chez Stanley en me disant que vous allez faire un tour au lavabo et un quart d'heure plus tard, vous me demandez au téléphone pour me dire de rappliquer en vitesse à ma voiture. Eh ben, je vous conseillerais même pas de tarder à monter dedans, les crevets. Montez, allez, vis ça. Hé, vous croyez à mon Léry? Ah ben, je voudrais y être. Mais je souhaite pas du tout que nos concurrents nous rattrapent. Jetez donc un coup d'œil sur le siège arrière. Mon Dieu, Dubois, Pascal Dubois. Mais qu'est-ce qu'il a? Colique de plomb. L'épidémie s'étend. Dubois a arrêté au passage quelques bouts de plomb qui voltigeaient dans le bureau de Stanley. Et il est mort? Ah non, c'est Stanley qui est mort. Dubois a tiré le premier. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Burma? Eh ben, on le dépose à la porte d'un hôpital, on tire la sonnette, puis après, vous me jetez à ma porte en 3 tours de roue. Je serais pas fâché de me trouver chez moi après les émotions de cette journée. Oh les mains et vite. Bah qu'est-ce que... Tais-toi. Et pas un geste, pendant que je te fouille. Fichtre. Rien que 2 convaincants pour monsieur tout seul? Allez, avance et retourne-toi. Voilà. Assieds-toi là. Oui. Et bouge pas. Et alors, Victor Jarreau. Tu connais mon nom? Je suis détective. Je connais un tas de trucs que les autres ignorent. Elle joue pas au petit soldat, Nestor Burma. Et croise les mains derrière la nuque. Et tiens-toi tranquille. Je n'en suis pas à un meurtre près, même de détective privé. À preuve, le faux larbin de Moffat. Ah, ça, pour Moffat, je comprends. Ça, c'est lui qui t'avait tellement bien rangé la billette. Ce salaud-là n'était même pas un vrai docteur. Il s'était fait foutre à la porte de la faculté avant d'avoir terminé ses études. Mais si j'avais su... Si t'avais su, tu serais allé trouver un membre de l'Académie de médecine, bien sûr. Ouais, fais pas le malin, Burma. Ou si tu l'es tellement, explique-moi ce que veut dire ce papier. Tiens. Étrange démarche de Nestor Burma venu me menacer de la part de Stanley. Et moi qui avais songé à lui comme garde du corps, j'ai fait mine de chanter « Demain j'avertirai la police ». Qu'est-ce que ça signifie, ce truc-là? C'est à moi de te le demander, Burma. J'ai trouvé ce paplard sur le bureau de Moffat.
Qu'il ait eu besoin de garde du corps prouve qu'il devait être en train de préparer encore une entourloupette à quelqu'un. Peut-être à ce Stani, que je ne connais pas. Hein, j'ai l'impression qu'il y a du fric à ramasser là-dedans. Et toi aussi? T'as dû renifler l'odeur? Alors je t'écoute. Et je suis pressé, hein? Dis donc, depuis quand t'es gaucher, Victor Jarreau? Hein? Et voilà. Bon. Tu permets que je te fasse les poches à mon tour? Enfin, qui ne dit mot consent, hein? Mon revolver, celui de l'ami Pascal Dubois, et ce troisième pétard que voici, à qui est-il? Mais dis donc, mais c'est un modèle tout à fait spécial, ça. J'en ai jamais vu de pareil que dans les mains des flics, moi. Et le tien de calibre, alors, où est-il, là? Je parie qu'il aura glissé sous le lit. Avant de m'en assurer, tu permets, je t'enlève ta ceinture. Et je t'attache les mains avant. Là, pour les pieds, je vais prendre la mienne. Voilà. Bon, et ben maintenant, allons voir sous le lit, après ton pétard. Il est bien. Mais bon sang, il n'est pas tout seul. Il y a aussi des vêtements sous le lit. Et quelqu'un dans les vêtements. L'inspecteur Raymond Chaput. Dis donc, Jarreau, tu te mets bien? C'est pour ça que tu tenais ton feu de la main gauche et non pas de la droite comme chez Moffat? L'inspecteur Chaput t'avait abîmé le bras droit, hein? Dis donc, tu veux que je t'aide à répondre, hein? C'est pas la peine. Ce flic était déjà là, installé comme chez lui quand je suis venu pour t'attendre. On a tiré ensemble. Il m'a vachement blessé au bras loin, oui. Mais lui, je l'ai tendu pour le compte. Eh ben, je finirais par croire que vous auriez aussi bien fait, l'un et l'autre, de ne pas vous occuper de Nestor Burma, hein. L'inspecteur Chaput m'aimait pas beaucoup. Il a dû avoir l'idée de mener une petite enquête personnelle. Dis donc ce qu'il a dû jubiler en le voyant arriver. Un privé de mèche avec un truand de ton acabit. Écoute, tu te rends compte? Ouais, il a pas jubilé longtemps. Oh. Tu sais, tu vous gardes mieux que lui, hein, Jarreau. Dis donc, tu permets, j'ai un petit coup de téléphone à donner. Assieds-toi, assieds-toi. Police judiciaire, passez-moi le commissaire Loudière, je vous prie. Conclusion, Burma. Conclusion, monsieur le commissaire. L'intention de Moffat était bel et bien d'expédier ad patres son garde du corps. Ce pauvre Polo Sabatier, en même temps que ce tueur à la manque de Charlot le Requin. Et puis il aurait disparu, après avoir remonté le mécanisme de la bombe que j'ai découverte dans la cave, et répandu un peu par tous les sens qu'il avait eu le soin de transvaser dans des bouteilles pour parer à l'inconvénient d'une découverte d'un nombre anormal de bidons lors de l'enquête. La villa aurait sauté et flambé, et les cadavres calcinés auraient été reconnus pour ceux de Paul Sabatier et d'Albert Moffat. Non mais, faites-lui rétrospectivement confiance. Il serait débrouillé pour que le pauvre Requin soit particulièrement méconnaissable. L'incendie et le massacre auraient passé pour la mise à exécution des menaces de ses ennemis, et cette mort à grande publicité lui permettait de mettre les voiles en toute quiétude avec la fameuse poupée. Nous n'avons trouvé ni l'essence en bouteille, ni la bombe dont vous parlez. Ah oui, mais une bombe a été repêchée dans la Seine le lendemain, commissaire. On a dû faire prendre aux bouteilles d'essence le même chemin fluvial. Qui on? Pascal Dubois pourrait vous renseigner, je suppose. Il devait être de mèche avec Moffat. Arrivons à Billancourt, après la boucherie. Il a fait disparaître bombe et essence. Il a inventé le coup de téléphone anonyme en s'arrangeant pour égarer les soupçons sur ses vermines de détective privé. En quoi, sans le savoir, il jouait le même jeu que Moffat avec ce petit papier relatant mon étrange démarche et raflé par Jarreau. Remarquez que dans le même poulet... Oh, je vous demande pardon. Non, c'était pas intentionnel, hein. Moffat mettait Stani dans le coup. Pour en revenir à Dubois, peut-être que celui-ci, malgré tout ce qu'il a pu raconter, ou même Stani, a-t-il récupéré la poupée chez Moffat? Non. Autant vous le dire, Burma. Dubois est mort à l'hôpital. Mais avant de passer de l'autre côté, il a parlé. Sa déclaration confirme en tout point vos suppositions. Sauf pour ce qui est de la poupée. Il ne savait vraiment pas ce qu'en avait fait Moffat. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette sacrée poupée? Vous le savez, vous, commissaire?
Oui, c'est une statuette aztèque de grande valeur. Un objet de culte, en or massif incrusté de pierreries. Elle a été barbotée à Madrid au cours de la guerre civile. Pas plus grande que ça, mais elle vaut une fortune. Ah, ça je vous crois, oui. Il y en a d'ailleurs une pour qui la restituera à l'Escurial. Une fameuse prime, c'est moi qui vous le dis. Pardon, une prime, vous dites? Vous me paraissez drôlement familiarisé avec le jus de chic, Burma. Exercez donc vos ménages sur cette statue. Et peut-être que vous la décrocherez, la prime. Alors ça, monsieur le commissaire, j'en serais pas autrement fâché. Toute cette histoire m'a pas rapporté un rond. À part le fric que m'a refilé Moffat. Ah, dites donc, commissaire, à propos, j'espère que je peux le conserver quand même. Vous l'avez encore? Non. Non. Même, il m'en faudrait d'autres. Hein. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que j'accorde une interview exclusive à mon copain Marc Covet? Que je vous autorise ou non. Le coup sera le même, n'est-ce pas? Merci, monsieur le commissaire, merci. À propos de la poupée, une petite question. Moffat, c'est un type ordonné, méticuleux et tout. D'accord? D'accord. Bon. Alors, par hasard, vous, ou vos collègues, vous n'auriez pas trouvé chez lui un indicateur de chemin de fer ou de ligne aérienne, enfin un document dans ce genre-là, sur lequel il aurait coché une ville? Et nous avons trouvé un chèque avec le nom de Perpignan souligné et plusieurs horaires pointés. Perpignan, mais c'est sur le chemin de l'Espagne, ça, Perpignan. À votre place, je câblerai à vos collègues de là-bas, monsieur le commissaire, oui. Je leur câblerai de rasier dans tous les hôtels de la ville les lettres arrivées depuis quelques jours et en attente de destinataire. Vous croyez que l'une de ces lettres contient la statue? Non, mais peut-être un bulletin de consigne. Bon, là-dessus, commissaire, si vous n'avez plus rien à faire chez moi, je vous saurai grand gré de me laisser pioncer. J'ai l'impression qu'il y a un siècle que ça ne veut pas arriver. Bon, il n'y a pas d'abonné au numéro. C'est Hélène, patron. Bonjour, Je viens lire votre interview dans le Crépuscule, c'est sensationnel. Ça faut que je vous embrasse. Vous pourriez livrer à domicile, dites donc. D'ailleurs, je me demande pourquoi vous n'êtes pas à votre poste ici, à répondre vous-même à votre propre coup de téléphone. Oh, chouette, patron, rouvre. J'accours, je suis là dans 10 minutes. Ah non, n'exagérons rien. Demain matin sera très bien, hein. Malgré l'ardeur dont je brûle de vous revoir, chérie, j'entends dormir tout aujourd'hui. Compris, patron, je viens dans 2 heures. Ça, je... J'ai changé, Allô, Nestor Burma? Oui, pardon, monsieur. Eh bien, sacré vieille quoi, vous avez mis dans le 1000. Et à l'hôtel Victoria, à Perpignan. Une enveloppe. Un faux nom, naturellement. Dans l'enveloppe, le bulletin de consigne. Nous avons retiré la poupée de la gare où elle était en souffrance. La prime est à vous, Burma. Mais dites-moi, comment diable avez-vous fait pour leur nifler le coup du bulletin? Je vous l'avais dit, monsieur le commissaire, je suis l'homme qui met le mystère knock-out.